Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'un webinaire Parlons Cash, un de nos nombreux webinaires aujourd'hui sur le financement participatif, crowdfunding, voilà, plateforme participative pour financer les projets des porteurs, des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, moi je suis entouré d'entrepreneurs, je suis également entouré d'experts et pour ma part, je suis donc Julien Pellier, je suis responsable du pôle financement au sein de la direction de la création et de l'entrepreneuriat chez BPI France. Ce que je vais vous proposer, c'est déjà de faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Et par la suite, ce sera un jeu de questions-réponses sur lesquels voilà, vous pourrez interagir avec nous via le chat, nous poser vos questions. Et puis ensemble, on essaiera de rendre un peu plus accessible le financement participatif avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis voilà. Je vais commencer tout de suite par faire le tour de table. Honneur aux dames. Messieurs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis également avec Ahmed Bouzouaïd, que je vais laisser se présenter et qui co-anime avec moi cette session Parlons Cash. Voilà. Ahmed, je te laisse du coup te présenter. Super. Si tu Bonjour à m'entends. toutes et à tous. Donc, si, je t'entends. Vous m'entendez? Yes. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Super. Donc, Oui. Ahmed Bouzouaïd, directeur du programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Donc, ravi d'être à vos côtés pour Cash. Top. Du coup, comme on le disait, honneur aux dames. Fatima, on te laisse te présenter puis nous parler un petit peu voilà, de ton projet. 2 minutes, on a par personne. Parfait. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de financement participatif. Donc moi, je suis Fatima, la fondatrice de Moss, M-O-2S. Donc Moss, c'est une marque de produits éco-responsables et inclusifs qui cible la santé du cuir chevelu. Et je suis allée vers le financement participatif pour financer la première production de notre premier produit, qui est d'ailleurs en cours toujours sur la plateforme Ulule. Donc ravie de creuser les questions avec vous. Top. Merci beaucoup, Fatima. Du coup, honneur à vous, messieurs. Je vais prendre en haut à gauche, c'est Théo pour moi. Donc, Théo, à toi l'honneur. Eh ben, merci pour cela. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Théo. Je suis fondateur de Loubia, une entreprise que j'ai créée pour réaliser mon rêve qui est de rendre l'intimité féminine saine et écologique. Et pour y arriver, on propose aux entreprises et aux établissements scolaires des distributeurs de protection périodique en libre service pour améliorer le bien des collaboratrices, réduire le stress au travail et aussi réduire la précarité menstruelle. Et il faut savoir que pour se financer et nous aider à créer, parce que je suis toujours étudiant, on a fait une campagne de financement participatif en mai 2023 qu'on a pu réussir avec des échecs et des réussites. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Top. Merci beaucoup, Théo. À droite, je vois Antoine et on finira par Mohamed. Ça vous va? Allez, à Ça toi, Antoine. marche. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Moi, je suis le fondateur de Mayday Mayday. On m'appelle aussi le copilote parce que Mayday Mayday, c'est le copilote de votre campagne de financement participatif. J'ai travaillé un peu plus de 4 ans pour une très grande plateforme qui s'appelle KissKissBankBank, pardon, pour ne pas la nommer, où j'ai accompagné un peu plus de 2000 porteurs de projets. Donc, avec Mayday Mayday, j'accompagne les porteurs de projets pour qu'ils puissent optimiser leurs chances de réussite et optimiser leur espérance de collecte, on appelle ça comme ça, histoire d'espérer davantage sur sa campagne. J'accompagne à plus ou moins long terme en partageant toute cette expérience avec des milliers d'heures de vol, je dis souvent, et aussi un soutien permanent dans une campagne qui est un exercice qui ne s'improvise pas. Et j'ai aussi un podcast qui est le média de Mayday Mayday qui s'appelle Turbulence et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Génial. Top. Merci beaucoup, Antoine. Et on finit par Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, ça fait plaisir parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a plus de 100 participants, donc ça montre que le financement participatif, c'est un gros sujet. Enchanté, donc moi je suis le fondateur d'Atmosgear. Atmosgear, c'est la startup qui est en train de révolutionner l'industrie du roller avec les premiers rollers électriques au monde. Et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que forcément, j'ai dû passer par la case financement participatif au moment de lancer ma première production. Et c'était une campagne très dure à réaliser parce que nous, notre objectif, c'était d'atteindre 200 000 euros, ce qui représentait 500 paires à l'époque. Et je peux déjà vous dire, spoiler alerte, ma toute première campagne à l'époque, je l'avais ratée. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous partager pas mal de choses là-dessus. Puis finalement, j'ai fini par faire la campagne sur mon propre site directement, donc sans passer par une plateforme. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler un petit peu et de vous montrer qu'en fait, il y a plein de méthodes pour réussir sa campagne.
Yes, top. Merci beaucoup, Mohamed. Alors du coup, nous forcément, par rapport à tout ce questionnement sur le financement participatif, on a envie de commencer un petit peu donc un petit tour de table et là, on va s'orienter vers, Théo, Fatima et Mohamed. C'est, pourquoi vous vous êtes orientés vers le financement participatif? Est-ce que c'était votre première volonté tout de suite en vous disant, voilà: «Si j'ai besoin de lever de fonds, de lever des fonds, si j'ai besoin de financement, est-ce que je vais aller automatiquement vers le financement participatif? Ou alors est-ce que vous êtes d'abord dirigé vers des banques, des institutionnels, vos fonds propres à vous, votre entourage? Comment ça s'est passé un petit peu cette allée vers le financement participatif? Je vous laisse la parole libre. Je ne sais pas, honneur aux dames toujours, Fatima. Bah, merci encore pour beaucoup d'honneur pour moi aujourd'hui. Pour expliquer du coup moi pourquoi je me suis lancée vers la campagne, c'est une question essentielle à se poser, pourquoi se lancer vers la campagne de crowdfunding? Moi, c'était absolument pas l'idéal pour moi. Je voulais faire un lancement très classique avec du coup mes fonds propres pour financer la recherche et développement et après lever des fonds et avoir des subventions pour la production. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je voulais et j'avais à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour me décider qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là que je me dis, bah là, je suis à court, j'ai plus de fonds propres pour continuer parce que j'avais tout mis dans la recherche et développement. Car il faut savoir que dans la cosmétique, il y a énormément de tests à lancer. C'est vraiment une grosse et une longue phase de recherche et développement. Et une fois du coup que j'avais épuisé mes fonds pour cette phase-là, je me suis dit, bah là, la solution qui me reste, ça reste la campagne de crowdfunding. Et c'était pas l'idéal pour moi parce que je sais que ça prend énormément de temps. Ça, faut fédérer toute une communauté derrière, donc faut vraiment bien se préparer. Et j'avais 2 mois, 1 mois et demi pour tout préparer. Mais en me renseignant autour de moi, je me suis dit que c'était largement faisable et j'ai mis en place pas mal d'actions pour y arriver. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je suis allée vers la campagne. C'était uniquement pour financer la production. Après, je me suis rendu compte qu'au final, une campagne de crowdfunding ne sert pas qu'à ça. On peut aussi s'en servir pour beaucoup d'autres choses. Ok, top. Et alors du coup, je me permets de rebondir et moi, ma question, elle va s'orienter vers Mohamed. Tu l'as dit, Fatima, tu as parlé de préparation, tu as parlé de fédérer une communauté pour peut-être, c'est pas peut-être, mais bien réussir cette campagne de financement participatif. Et du coup, là, je me tourne vers Mohamed qui nous a parlé tout à l'heure, spoiler alert, mais malheureusement, ta première campagne, elle ne s'est pas passée comme prévu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup, s'il te plaît? Alors oui, donc moi, ma première campagne de crowdfunding, je l'avais faite sur Ulule à l'époque. Donc la difficulté que j'ai dans ma typologie de projet, et peut-être que c'est le cas du coup des gens qui nous regardent, c'est que moi, je fais du hardware. Je fais du hardware, j'ai un produit technologique qui coûte très cher à fabriquer et qui du coup forcément coûte assez cher à vendre. Au niveau du panier moyen, à l'époque de mon Ulule, le prix était aux alentours de 1 000 €, ce qui est énorme par rapport au. Vous avez vu la tête de tout le monde là dans les réactions. Oui. C'était énorme. Tu peux peut-être juste expliquer la différence entre software et hardware pour qu'on remette bien en perspective. Donc, globalement, pour simplifier, hardware, on va avoir un produit physique. En gros, dans le hardware, on peut mettre un ordinateur, une souris, un écran, un ventilo, une imprimante. Et le software, ça va tout simplement être tout ce qui est application, service. Et donc, forcément, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, voilà. Et moi, j'ai eu cette difficulté-là. Et ça n'a pas marché. Alors, pas que à cause du prix, évidemment. Et ça n'a aussi pas marché parce que, en fait, je n'avais pas choisi la bonne plateforme. Et ça, c'est un élément qui est super important pour vous. C'est qu'en fait, il ne faut pas se dire que toutes les plateformes sont les mêmes. Il ne faut pas se dire, entre guillemets, c'est la même merde. De toute façon, je vais prendre la première qui me plaît. En fait, non. Il y a des plateformes qui vont avoir des affinités particulières. Par exemple, il y a des plateformes qui vont être plus adaptées pour les produits cosmétiques, un petit peu écologiques, bio. Il y a d'autres plateformes qui vont être plus adaptées pour les projets un peu do it yourself. Enfin, voilà. Donc, c'est très important d'abord d'aller regarder un petit peu quels sont les projets qui sont en cours sur les plateformes, les réussites qu'il y a eu sur les plateformes pour déjà un petit peu savoir si vous êtes le bon projet pour la plateforme. Moi, ce n'était pas le cas, donc je l'ai appris à mes dépens. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même su rebondir après. Tout le monde a été remboursé, etc. Mais ça m'a permis de beaucoup apprendre. Et je pense que le premier élément que je pourrais vous partager qui a fait que j'ai raté ma campagne, c'est que je pensais que quand on faisait une campagne de crowdfunding, en fait, par définition, c'était un succès ensuite derrière médiatique et que tout le monde allait en parler automatiquement.
Et quand j'ai lancé ma campagne et que j'ai vu qu'en fait, il ne se passait pas grand-chose, je me suis dit, ah bah mince alors, mais ce n'était pas prévu. Donc en fait, il faut se préparer énormément, il faut avoir plein de contenu à partager. En fait, il faut faire vivre votre campagne, sinon elle va mourir au bout de entre la première semaine, à la fin de première semaine et puis avant la dernière semaine, ça va être mort. Donc voilà, il faut faire beaucoup de contenu, des reviews clients. Faut contacter plein de journalistes en amont. Les journalistes, ils vont pas venir à vous comme ça automatiquement, sinon ce serait trop simple. Donc voilà, il faut préparer beaucoup de contenu, faire des petites updates. Il y a des rubriques updates en général dans les campagnes. Donc ça, c'est un truc que j'avais pas fait et que je vous conseille vraiment de faire si vous voulez que votre campagne réussisse. C'est beaucoup de boulot et beaucoup d'organisation. Ok, donc là vraiment, tu as mis l'accent, toi, sur, tu viens de le dire, le dernier mot, c'est organisation. Peut-être qu'on reviendra un peu plus dans le détail sur, du coup, par la suite, qu'est-ce qui a fait le succès de ton financement par la suite. Et du coup, on se tourne là vers Théo, puisque toi, tu nous as dit qu'il y avait des montants qui étaient aussi assez élevés et que tu as réussi cette campagne de financement participatif. Du coup, quelles ont été pour toi les clés de succès que tu as identifiées pour pouvoir lever assez de fonds et te permettre de développer ton activité entrepreneuriale? Ouais, tout à fait. Il faut savoir que moi, j'ai fait en fait une campagne de crowdfunding parce que pour moi, le plus important, c'était aussi de tester mon marché. Parce qu'en fait, ça paraît aussi très intéressant parce qu'une campagne, en fait, on a directement un échange avec nos clients. C'est le premier moment où on va vraiment avoir des retours, des échanges avec les clients qui vont mettre de l'argent, qui vont payer pour notre solution et qui vont vraiment croire en nous. Et moi, c'est aussi un des points importants pour lesquels j'ai fait une campagne parce que, étant étudiant, le nombre de financements qu'on a, ils sont plus faibles. Et du coup, avoir une preuve de marché supplémentaire, ça me permettait aussi d'accéder plus facilement à d'autres types de financements, des prix. C'est plus facile de discuter avec un banquier aussi quand on a des choses concrètes derrière, des gens qui croient en nous. Je pense que c'est aussi un élément qui est important. Et moi, je pense que les clés de succès, c'est que j'ai essayé de beaucoup communiquer en amont sur, OK, comment ça se passe. Par exemple, un moment, je suis allé visiter des usines partenaires avec lesquelles on travaillait. Et bah, forcément, bah, je le montre, j'en fais des stories, j'en fais des vidéos, je montre comment ça se passe en amont pour que vraiment les gens, ils ne soient pas uniquement là pour le produit, mais ils soient aussi là pour l'histoire. Parce qu'en fait, c'est pas que ça, il y a vraiment toute une ambition. Et une campagne de financement participatif, ça vient aussi financer une histoire, une ambition, un projet qui n'est pas forcément tout le temps abouti au début. Et c'est aussi important de le prendre en compte. Il faut avoir un projet abouti, mais ça n'a pas obligé d'être parfait parce que ça vient tester le marché, ça vient avoir des retours. Et donc, les clés du succès, c'est bien se préparer. Donc, vraiment, ce qu'a dit Mohamed, c'est très, très pertinent, c'est-à-dire avoir du contenu, montrer l'histoire, contacter beaucoup de journalistes. C'est très rare que les campagnes, elles explosent, même s'il y en a encore aujourd'hui qui ont explosé là très récemment. Si vous regardez sur KissKissBankBank, il y a des projets qui ont super bien explosé, comme Soli, mais c'est assez rare et donc il faut être bien préparé, il faut être méthodique, très stratégique et penser à des petits événements, à la fois allier le digital et allier le physique. Si vous avez un produit, vous pouvez montrer aux gens, vous pouvez faire des événements dans la rue, vous balader, aller rencontrer les gens et vraiment profiter de cette campagne pour faire le plus de choses en lien avec votre campagne sur plein de supports différents pour en fait, être en capacité de montrer votre produit le plus possible dans toutes les situations différentes. Ouais. J'ai une question que ça m'évoque, là, ce que vous êtes en train de dire. Deux choses, mais elles sont un peu liées en réalité. La première, c'est à quel moment, est-ce que c'est une question de se dire, il faut d'avoir une communauté qui est assez mature pour se dire, c'est le bon moment pour lancer cette campagne? Ça, c'est la première question. Et la seconde question qui s'articule avec celle-là, c'est plutôt l'idée de se dire, quel est le rapport entre votre communauté, les ambitions que vous avez par rapport à votre communauté et ceux que vous allez chercher? Oui, en fait, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des 3 cercles. C'est qu'en fait, en général, on a 3 cercles dans une campagne. La première, c'est toujours la famille, les amis, ceux qui vont être très importants de solliciter au début pour mettre le plus d'action dans la campagne, le plus d'énergie et montrer qu'il y a vraiment des gens qui sont là day one pour nous soutenir. Donc, en général, c'est beaucoup de la love money. Derrière, on va avoir un peu le second cercle. Donc, ça va être les amis des amis, ceux qui vont voir en repostant la vidéo de notre campagne, ceux qui vont nous connaître un peu de nom, ceux qu'on a vus au lycée, enfin ceux qui sont un peu dans notre histoire, mais sans forcément nous connaître. Et après, il y a le troisième cercle, où là, ça va être toutes les personnes qui ne nous connaissaient pas du tout. Donc, on peut avoir les médias, on peut avoir les gens qui voient des articles de nous. Et donc, en fait, c'est important de solliciter ces cercles petit à petit. Le premier cercle vient faciliter le deuxième parce que plus on va avoir de personnes qui, dans notre premier cercle, vont nous faire confiance,
vont parler de nous, vont nous amener vers le deuxième cercle. Et forcément, le deuxième cercle, c'est des personnes qui nous connaissent de moins en moins. Et c'est à ce moment-là, on peut avoir des sollicitations de journalistes parce qu'ils voient qu'il y a un engouement, ils voient que il y a le projet, il répond à un besoin et aussi qu'il y a des gens qui y suivent et qui sont prêts à mettre de l'argent aussi dedans. Et donc, il y a ces personnes qui vont prendre le risque aussi, parce que pour un journaliste, c'est prendre un risque de parler d'un projet qui n'est pas forcément boutique, qui est en financement, et du coup, de le mettre en avant pour le grand public, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un projet qui n'est pas financé, et c'est important de le savoir, si le projet n'est pas financé à 100%, les contributeurs sont remboursés. Et donc, c'est un risque forcément de le faire et de faire une campagne de ne pas 100% la financer. Et donc, c'est un peu la communauté, ça va être un peu ce premier, deuxième cercle. Et donc, c'est important d'avoir une communauté suffisamment forte pour qu'elle puisse parler de nous autour d'elle, pour qu'elle puisse être vecteur. Et plus on aura de liens avec cette communauté, plus on aura d'échanges, plus ça fera longtemps qu'on a préparé la campagne et qu'on en a parlé, plus forcément, eux, ça leur sera genre la deadline, c'est OK, là, ça va commencer, il faut que je sois présent, il faut aussi que je pousse parce que le projet il correspond à ce que j'ai. Donc, la maturité vient beaucoup de ce que les gens sont aussi prêts à faire autour de toi. Donc, c'est-à-dire ce premier cercle, vous les avez travaillés avant de lancer la campagne? Oui, Tout à fait. c'est ça. Je vais laisser Fatima peut-être parler, mais c'est vraiment le côté où c'est vraiment la famille, les personnes autour de nous qui nous voient aussi au quotidien travailler et qui vont un peu s'impliquer en fait et mettre du cœur au projet. Pour rebondir sur ce que tu dis, Théo, sur la préparation de la communauté, moi, je communiquais sur les réseaux sociaux 1 an avant le lancement de la campagne parce que je préparais déjà le lancement de ma marque. Et étant donné que ça aboutit sur une campagne de crowdfunding, je communiquais déjà sur le fait que je voulais développer un produit assez avant-gardiste sur le marché, assez inclusif, qui s'attaque à ça. Et j'expliquais vraiment, je faisais de l'évangélisation autour de la santé du cuir chevelu et des cheveux. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et les personnes me disaient elles-mêmes quand est-ce que ça sort. Donc, je préparais déjà le terrain. Et il y a quelque chose d'assez important dans la campagne, c'est le sentiment d'urgence, le fait que si je participe pas maintenant, peut-être que le projet ne verra pas le jour. Et il faut inciter les gens à voir cela. Par exemple, dans ce que disait Mohamed tout à l'heure, pour la préparation de la campagne, j'avais fait tout un calendrier où limite, je postais chaque jour soit une publication sur Ulule, soit une newsletter, soit une story, soit une publication LinkedIn ou sur les réseaux sociaux de manière très concrète. Et ça faisait du coup que ça rythmait beaucoup la communication. Et je saisissais, on va dire, les temporalités très importantes. Par exemple, lorsque on était à J-15, J-3, J-2, J-1, il faut vraiment saisir ces moments-là parce que les gens se disent c'est maintenant ou jamais. Et pour vous donner un exemple, parce que moi, j'ai vu carrément qu'il y avait une courbe où au début, on a un fort engouement, à la fin, au milieu, c'est très, très creux. Et à la fin, il y a eu un très, très, très fort engouement également. Et c'est des moments où les gens se disent c'est maintenant, on participe maintenant ou c'est pas possible. Et du coup, ça, on le fait lorsqu'on a parlé du projet en amont, lorsqu'on a dit à quel point c'était important pour nous de participer à ce projet. Il faut vraiment inciter les gens à se dire, à avoir cette réflexion-là. Antoine, on te voyait hocher la tête sur plusieurs affirmations de Théo et Fatima. Toi qui es un peu expert aujourd'hui, c'est pas un peu, c'est qui est expert aujourd'hui sur le financement participatif. Qu'est-ce que tu en ressors, toi, là, des échanges que tu entends? Wow, il y a beaucoup de choses déjà sur lesquelles rebondir, mais s'il y a un élément hyper important sur lequel rebondir, c'est qu'effectivement, une campagne de crowdfunding, ça ne s'improvise pas. C'est un exercice sur lequel il faut essayer de préparer sa communauté. Et d'ailleurs, Ahmed posait la question, c'est est-ce qu'il faut avoir une communauté? La réponse est oui, parce qu'en fait, il va falloir créer des passerelles sur la page de financement. En fait, il y a une croyance, d'ailleurs, c'est que les porteurs de projets, parfois, et c'est très mauvais lorsque c'est le cas, pensent que c'est la plateforme qui va faire la campagne. Alors qu'en fait, une page sur une plateforme de crowdfunding, c'est comme quand vous faites un beau site internet ou une belle application, je ne sais quoi, vous pouvez avoir mis un maximum d'argent et ça a été fait par des talents, mais en fait, si personne n'y va, ça ne sert absolument à rien. C'est pareil pour une campagne de crowdfunding. Donc, vous avez tout intérêt à vous constituer une audience en amont, à la préparer et à créer de la désirabilité, comme disait Fatima. Et justement, le bon signal, c'est quand les gens vous disent quand est-ce que je peux acheter ton produit? Et là, c'est le meilleur des signaux qui dit que la campagne doit être lancée. Et quand je parlais de préparation, idéalement, je dis bien idéalement, il faut au moins 3 mois pour préparer une campagne. Après, moi, honnêtement, des fois, je le fais en beaucoup plus speed quand il y a des besoins qui dépendent de l'actualité, etc. Mais le plus important, c'est vraiment d'intégrer que ça ne s'improvise pas, qu'il y a beaucoup de devoirs à faire. Et moi, c'est quelque chose que je ne cache pas à mes clients. C'est que
C'est pas facile. C'est un exercice vraiment compliqué, qui est déboussolant, qui est très éreintant aussi. Et chaque contributeur, on va aller chercher un par un. Et évidemment, ce qu'on souhaite, c'est atteindre, Théo en parlait, et il a très bien expliqué la notion des cercles, atteindre le cercle 3, avec pourquoi pas de l'influence, des relations presse, du bouche-oreille. C'est tout ce qu'on recherche parce que l'idée d'une campagne n'est pas de faire un hold-up familial avec le cercle 1. Voilà. Il y a par rapport à cette dimension, soit concret pour tous ceux qui nous écoutent, en fait, la question que je me pose, finalement, c'est de la gestion de projet en réalité. Vous parlez de préparation et finalement de maintenir l'attention tout au long finalement de la campagne. Est-ce que cette dimension, il faut la porter soi-même ou est-ce qu'on s'appuie sur un expert? Et si on la porte soi-même, qu'est-ce que ça demande comme temps concrètement? Comme temps et comme compétence. Ouais, et comme compétence. Merci Julien. En fait, il y a vraiment les deux options. Moi, c'est mon métier d'accompagner des porteurs de projets. Donc, on peut solliciter un expert, justement, pour essayer de ne pas être tout seul, de réfléchir, de professionnaliser son exercice de campagne et de matcher le travail. Après, moi, mon parti pris, c'est d'accompagner, mais pas d'exécuter à la place d'eux, ce qui me rend plus accessible. Mais après, on a de très bons exemples que sont Fatima, Théo et Mohamed qui ont mené l'exercice tout seuls. Donc, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Mohamed, du coup, peut-être à toi la parole, qui a expérimenté du coup tout ce qu'il fallait pas faire au préalable. Quels ont été pour toi du coup les leviers qui ont été actionnés par la suite et qui t'ont permis du coup de te dire que cette campagne elle a été réussie? Et pour reprendre les propos d'Ahmed, quels ont du coup, est-ce que ça t'a pris du temps? Quelles compétences tu as dû déployer, acquérir ou que tu avais déjà? Comment un peu ça s'est passé tout ça? Alors, la dernière fois, on en avait parlé à l'époque, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus simple à faire, mais à l'époque, les campagnes de financement participatif, elles permettaient aussi d'avoir son premier site web. Aujourd'hui, c'est quelque chose en fait qui n'est pas plus si dur à obtenir parce qu'on peut facilement faire son site même sans savoir développer. Et en fait, moi, le bilan que j'ai fait de ma campagne, du coup, qui était sur Ulule, qui avait échoué, c'était que, en fait, un site web, je sais en faire. Le design, faire en sorte que la page soit belle, etc. J'avais un designer dans l'équipe, donc on sait faire. La communauté, en fait, finalement, je l'avais. Mais par contre, je me suis rendu compte que ma communauté, en fait, elle n'était pas familiarisée avec ce qu'était une campagne de financement participatif. Et que du coup, elle était moins rassurée par le fait de passer par une autre plateforme que moi, en fait, que Atmosgear. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, vu qu'en fait, j'ai toutes les compétences à la maison, que je suis capable de faire de belles vidéos, je sais ce que les gens recherchent, en fait, au lieu de rediriger les gens vers une campagne de financement participatif qui, en plus, va prendre une commission, parce que ça, les amis, il ne faut pas l'oublier, il faut bien le préciser, c'est que quel que soit l'objectif que vous allez atteindre sur votre campagne de financement participatif, la somme affichée officiellement, ce n'est pas vraiment celle qui va finir dans votre poche. Il faut prendre en compte le fait que vous allez avoir une commission de 7 à 10% qui va être du coup prélevée de votre campagne. Ça, c'est une chose. Il va aussi falloir prendre en compte l'argent que vous aurez dépensé dans le marketing, la petite vidéo que vous avez payée à un vidéaste, au community manager ou autre, la petite publicité peut-être que vous allez faire. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé finalement directement les précommandes, donc la nouvelle campagne sur mon site. J'ai fait grandir ma communauté et en fait, c'est vraiment ça le maître mot, c'est que avant de vous lancer sur une campagne de crowdfunding, en fait, il faut vraiment que vous fassiez un état des lieux de votre communauté. Vous vous retournez comme ça et vous vous dites, OK, là actuellement, il y a combien de personnes qui me suivent? S'il y a 50 personnes qui vous suivent, je ne sais pas combien coûte votre produit, mais a priori, c'est encore trop tôt. En général, ce qu'on conseille au niveau des audiences, c'est d'être au moins, je pense, sur un échantillon de 500, sachant que sur les 500, il n'y en a pas 500 qui vont contribuer. Il faut toujours prévoir que le taux de conversion il va être très faible. Moi, pour vous donner un exemple concret, j'ai fait un tour de France où en 2 semaines, j'ai rencontré en un mois, j'ai rencontré plus de 1000 pratiquants de roller. Donc, je les ai rencontrés, ils ont testé mon produit. Et puis, à la fin, sur les 1000, ça nous a donné à peu près, je crois, 300, entre 200 et 300 précommandes grâce à la tournée. Donc, ça fait à peu près du 1 sur 3. Et 1 sur 3, déjà, c'est un taux de conversion qui est très élevé. Énorme. C'est un taux de conversion qui est énorme. Pourquoi? Parce que je suis allé chez tout le monde, partout en France. Évidemment, ce n'est pas une méthode que je conseille à tous. Moi, c'est parce que j'avais un produit qu'il fallait faire tester. Mais voilà, il faut vous dire que si vous avez 1000 mails,
peut-être qu'à la fin, il y en aura peut-être que 100 ou 50 qui vont contribuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des gros échantillons et des échantillons, ce qu'on appelle des leads. Il faut avoir des gens qui sont vraiment motivés, qualifiés, voilà ce qu'on appelle un lead qualifié, parce que sinon, vous allez être déçus. Parce que les gens qui vont vous dire « Ah ouais, dès que tu lances, je vais te suivre », on en a plein, même dans la famille, dans les proches, etc. Mais vous allez voir qu'au moment de mettre l'argent, et ben là, c'est tout un autre monde. Et c'est aussi ça qui est bien dans les campagnes de crowdfunding, c'est qu'en fait, ça permet d'être honnête et d'enfin arriver à la réalité des choses. Parce que c'est bien beau, voilà, tout le monde sera toujours derrière vous, etc. Mais en vrai, le vrai marqueur de réussite de votre projet, c'est quelqu'un qui met de l'argent pour vous soutenir. Ça, c'est vraiment le moment où vous passez entre les gens, les abonnés et les clients, en fait. C'est là que la différence se fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, Mohamed, est-ce qu'il y a des méthodes pour savoir dans quelle mesure sa communauté elle est dormante? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vous suivent? Qu'est-ce que ça concrètement entre le fait qu'ils vous suivent et qu'ils passent à l'acte? Comment on peut mesurer cette distance en fait? Et si c'est le cas, comment on peut les réveiller? Ah, c'est une vraie question que tu poses. Je ne sais pas si Antoine, toi, de ton expérience avec tous les projets que tu as accompagnés, tu as une méthode secrète qui permet de savoir, de différencier des futurs clients de juste d'abonnés dormants. Bah justement, on essaie justement de cartographier la communauté. On appelle ça un exercice de cartographie de communauté en amont qui va nous aider à déterminer l'objectif. Après, c'est un petit peu à la louche parce qu'on sait, malgré mon expertise, je suis pas devin et je peux pas vous dire qui va sortir la carte bleue. Mais en tout cas, on va mesurer plus l'engagement des abonnés que le nombre d'abonnés qui vaut absolument rien aujourd'hui, quoi. Enfin, plus un porteur de projet a une communauté engagée, et plus c'est bon signe. Plus il y a de commentaires, plus il y a d'interactions, plus il y a de tout ça, et plus on se dit que ce sont des bons signaux pour lancer une campagne, et potentiellement, on espère de potentiels contributeurs. Moi, je dirais que forcément, c'est les gens qui, avant même le début de campagne, c'est les gens qui souvent en commentaire vont vous dire quand est-ce que c'est disponible, Ouais, voilà. Déjà, ça, c'est des signes annonciateurs, je pense. Ouais. Puis aussi une petite technique toute simple, mais là, c'est dans le cadre où vous êtes déjà en train de préparer votre campagne, c'est de teaser en fait la campagne, de faire un petit peu ce que je crois Fatima aussi a fait, et ce que moi aussi j'ai fait, ce qu'on appelle du build in public, c'est quand en fait vous partagez les coulisses de l'évolution de votre projet. Et donc, avec les premiers prototypes, etc., ça, c'est un super moyen d'embarquer les gens avec vous dans l'aventure. Parce qu'en général, ces gens-là qui sont là, par exemple, depuis 1 ou 2 ans à vous suivre dans vos galères comme dans vos réussites, ce sera souvent les premiers à tout de suite contribuer parce qu'ils ont vraiment eu l'impression de participer. Et in fine, en fait, c'est ça, ce qu'on appelle les early adopters, les gens qui vous soutiennent sur des campagnes de financement participatif. Parfois, ça se trouve, sans être méchant, ils s'en foutent de votre produit ou des contreparties en fait, que vous leur proposez. Et en fait, ils vous soutiennent parce qu'ils aiment vraiment ce que vous faites ou ils vous aiment vous à titre perso parce que ils aiment bien regarder vos vidéos ou je sais pas, vous avez une bonne tête ou peut-être que vous touchez à une thématique qui leur est chère. Et donc, ouais, je pense qu'un bon moyen aussi de construire cette bonne communauté, c'est de partager vos coulisses, même si vous n'avez pas encore grand-chose. Parfois, on se dit, mais est-ce que j'ai assez de matière? En vrai, faut y aller. Il faut y aller parce que les gens aiment beaucoup ça maintenant. On va préférer suivre une personne plutôt qu'une entreprise et une marque. Mais le build-in public, c'est une super stratégie parce que en fait, ça permet de poser un thermomètre justement pour mesurer et ça permet aussi du coup de cartographier la communauté. Et ensuite, il y a une autre technique, soit les plateformes, la plupart les françaises qui se lisent dans Banque, Ulule et Loasso proposent de poser des pages de pré-lancement pour récupérer des mails. Et là, ça donne une donnée ultra qualifiée parce que ce sont des gens qui disent clairement « je souhaite être informé du lancement ». Et si vous ne faites pas votre page de pré-lancement sur une plateforme, vous pouvez la créer vous sur une page, soit sur votre site internet avec votre nom de domaine, soit vous créez un Google Form, un Typeform, un Tally simplement. Et là, ce sera de la donnée hyper intéressante et vous allez pouvoir entretenir ces gens, les préparer au lancement de la campagne et aussi peut-être même les sonder sur les contreparties, enfin les impliquer dans votre campagne. Et plus vous impliquez les gens, et plus ils vont regarder si vous les avez écoutés ou non et ils vont se dire tiens, du coup, je vais contribuer. Enfin, ça peut être des points de contact intéressants, en tout cas. Et vous aviez, donc là, Mohamed, toi, tu parlais de fédérer ta communauté, avoir une communauté derrière. Est-ce que Théo et Fatima, vous aviez aussi pu quantifier le nombre de personnes à vous suivre, peut-être sur vos réseaux, et qui étaient un petit peu ou totalement, ou peut-être même pas du tout engagées auprès de votre projet?
Je pense que Mohamed l'a dit tout à l'heure, mais on ne finance pas au final qu'un projet, on ne finance pas qu'un produit, on finance une personne, on finance une histoire. Et je pense que Ahmed, toi, en tant que directeur d'entrepreneuriat pour tous, je pense que tu peux le confirmer. C'est aussi des histoires qu'on finance. Est-ce que vous, au-delà de votre histoire, Théo et Fatima, vous aviez pu quantifier ce nombre de personnes qui vous suivaient pour vous ou votre produit? Je prends la parole, je te laisse après. Ok, ça marche. Moi, j'avais pas mal de personnes aussi parce qu'ils me connaissaient personnellement. J'avais toujours, moi, je suis encore assez jeune, donc forcément, le réseau que j'avais autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'était surtout un réseau qui était très, très personnel. Et même au début, mon compte, il était en privé avant que je me dise qu'il fallait que je fasse une campagne. Donc, j'avais vraiment que des personnes autour de moi qui étaient très, très privées. Et donc, moi, je quantifiais par rapport au nombre de messages que je recevais. Et il y avait vraiment, après les sorties de vidéos où j'expliquais, bah, je sortirais la campagne à ça, bah, j'avais 20, 30, 40 messages qui me demandaient, OK, j'ai envie de contribuer. J'avais même une amie qui était en échange en Hollande et qui m'a dit j'aimerais contribuer. J'ai même des Hollandais à qui j'en ai parlé autour de moi. Et donc, c'est important de savoir ça, mais il ne faut pas aussi se dire que ça va, bah, des 50 qui vont contribuer, parce que vraiment, le moment où ils vont se retrouver avec leur carte bleue tout seuls, bah, au moment d'acheter, c'est un moment qui est très, très particulier. Ça permet vraiment de savoir, en fait, quels sont les retours des gens. Mais donc, c'était un peu l'une des manières dont j'ai pu quantifier ça, et surtout parce que j'ai rencontré des gens au fur et à mesure. Par exemple, j'avais fait le pitch à Tourcoing, Entrepreneuriat pour tous, où j'avais pu monter sur scène, pitcher mon projet, et là, j'avais pu un peu aussi élargir parce que j'avais eu l'occasion de parler avec des gens qui n'étaient pas dans mon réseau et qui ensuite, après le pitch, m'ont parlé après, m'ont dit bah, j'aimerais bien contribuer, comment ça se passe, et qui m'ont après suivi sur les réseaux. Et ça me sert encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis encore sollicité par des gens qui, quand je fais des stories pour donner des actus, quand on signe des nouveaux clients, quand on continue d'avancer, ah bah j'ai entendu parler de vous, je vous suis maintenant depuis quelques temps, est-ce que je pourrais parler de vous à un tel, est-ce que vous aurez une présentation à présenter à un tel. Donc en fait, c'est vraiment important de montrer en amont parce que ça peut aussi servir derrière et ça me sert encore aujourd'hui. Et donc, ouais, moi, je pense que j'avais quand même pas mal de personnes qui me suivaient aussi pour ce que j'étais. Et je pense en vrai à 60-40%. Parce qu'au début, c'est beaucoup des personnes qui sont là pour ce que tu es. Et ensuite, beaucoup des personnes qui découvrent le projet, le produit et qui rejoignent aussi l'aventure. Mais aussi, au début, c'est vraiment des personnes qui sont aussi là pour ce que tu es. Moi, je te rejoins, Théo, par rapport à ce que tu dis. Ça, c'est surtout par rapport au cercle 1, où vraiment les proches, le cercle 1 et 2, où les proches qui te suivent, la quasi-totalité vont vraiment participer au projet. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Peut-être qu'il y a d'autres expériences. Et par contre, par rapport à la communauté sur Instagram, LinkedIn, etc., j'avais un chiffre en tête. Je m'étais dit que pas plus de 20% vont se convertir et aller acheter le produit ou précommander le produit sur Ulule. Du coup, lorsque j'ai gardé ce truc en tête, parce que je me disais qu'entre avoir aimé un projet, avoir de l'affinité par rapport à la fondatrice et vraiment sortir la carte bleue, il y a un grand gap. Et pour faire convertir du coup ces 10-20%, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je récupérais le maximum d'emails via des études de marché, des sondages, mais vraiment qui peuvent se faire très, très rapidement. Typeform, c'est le meilleur outil. Tally aussi, c'est gratuit. Vous pouvez le faire très, très facilement. Faire des études de marché. Et je faisais aussi des ateliers. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à faire un petit cocon d'ambassadeurs. C'était vraiment le noyau. C'est des personnes qui étaient là, qui testaient le produit depuis le début et qui en parlaient aussi par eux-mêmes sur des stories alors que le produit n'existait même pas. Et c'est comme ça que je regardais aussi le taux d'engagement de personnes qui me disaient bah, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de l'acheter. Donc vraiment, il faut garder ce truc en tête. On récupère le maximum d'emails. Pas tous vont convertir. Il y aura peut-être une seule partie. Donc le plus j'en ai, le mieux c'est. Lorsque vous faites des événements, des pitchs, allez avec des QR codes pour que les personnes scannent et vous donnent facilement leur email, récupérez au maximum le maximum de prospects que vous pouvez. Ça, c'est le conseil que je donnerais. Il y a une question sur laquelle j'aimerais rebondir dans le chat. En fait, on nous pose la question de savoir comment est-ce qu'on gère son temps. Est-ce qu'on gère son temps à se concentrer sur la plateforme, sur la campagne de crowdfunding, ou alors est-ce qu'on gère son temps pour développer son application? Si je peux me permettre déjà de donner, à mon sens, quelques éléments de réponse, c'est qu'avant de proposer comment dire, une campagne de crowdfunding, il faut quand même avoir un produit qui est plutôt abouti. Je pense que vous pourrez me confirmer ces points-là, vous les trois entrepreneurs, mais il faut déjà qu'on puisse, au-delà du coup de fédérer une communauté, un produit abouti qui répond à une vraie problématique, hein.
ce sera déjà les prémices pour ensuite pouvoir se concentrer. Donc, moi, je répondrais déjà, c'est se concentrer sur le produit, ce qu'on propose au marché, et ensuite, effectivement, s'investir dans sa campagne de crowdfunding, préparer sa campagne de crowdfunding, fédérer sa communauté qui est autour, générer de l'engagement pour ensuite pouvoir proposer cette campagne de crowdfunding. Je pense qu'il ne faut pas se tromper dans la campagne de crowdfunding, elle va vous servir à vous développer, à faire en sorte que votre produit ou votre service connaisse un bon essor, ou alors à faire en sorte qu'il soit perfectionné. Mais au préalable, il faut quand même avoir une base solide, une base fiable, qui pourra déjà répondre à des premiers besoins, et ensuite se concentrer par la suite pour le reste du financement. Et du coup, là, en parlant de financement, il y a une autre question qui me vient en tête, moi, c'est comment est-ce qu'on établit le montant qu'on souhaite se faire financer? Est-ce que vous vous êtes dit, moi j'ai besoin de 50 000 € parce que ça va faire tant de rollers pour le cas de Mohamed? Ou alors est-ce que vous vous dites, moi j'ai juste besoin de 20 000 € parce que ça va me permettre de juste lancer la production, puis ensuite je verrai comment est-ce que je vais la distribuer, comment est-ce que je vais la stocker, etc. Comment est-ce que vous avez déterminé, vous, le montant à vous faire financer via le crowdfunding? Je peux commencer si vous voulez. Moi, de par mon expérience, il faut déjà par rapport à ce que tu disais, Julien, une campagne, elle ne doit pas être très longue parce que c'est énormément de travail. En réalité, ça te ralentit. Donc, si tu le fais à un moment très tendu et que tu ne peux pas prioriser, c'est peut-être pas le bon moment. Il faut vraiment le faire à un moment où on peut se concentrer sur la communication parce que ça prend énormément de temps. Il faut interagir avec les clients, répondre aux questions, régler en tout cas des inquiétudes qui pourraient y avoir et qui seraient des freins lorsque d'autres personnes le verront. Donc vraiment, il faut accorder beaucoup de temps là-dessus. Donc une campagne ne doit pas être longue. Le plus court, elle serait 30 jours, moi c'est ce que je conseille, 30 à 45 jours maximum. Et vous verrez même si vous faites plus, en général ça ne marche pas tellement parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a ce sentiment d'urgence qui fait que les gens se focalisent vraiment sur des campagnes courtes. Et donc plus la campagne elle est courte, mieux c'est. Et comment définir du coup les fonds à récolter pendant cette période-là? Il ne faut pas non plus avoir d'énormes objectifs parce que typiquement pour certaines plateformes, bon Mohamed, ce n'est pas le cas pour toi vu que tu l'as lancé sur ta plateforme, mais pour certaines plateformes, c'est comme tu disais Théo, la logique du tout ou rien. Donc essayez d'avoir un objectif où si ça je l'ai, je peux vendre, je peux commercialiser mon produit et pas faire quelque chose où vraiment c'est le moonshot, si je ne l'ai pas, j'ai rien. Donc vraiment aller sur l'essentiel, on va dire. Donc avoir un premier palier, l'objectif essentiel. Ensuite, décortiquer toutes les charges derrière. Ça, il faut l'anticiper au maximum. Ça, si vous ne le faites pas, vous allez vous faire très, très mal parce que derrière, il y a des frais qui vont s'ajouter. Et comme disait Mohamed, entre ce que vous avez sur l'écran et ce que vous recevez sur votre compte, si en plus, il y a des charges que vous n'avez pas anticipées, vous allez être mal. Donc, anticipez. Moi, ce que je vois, en tout cas, par rapport à ma verticale, c'est anticiper au maximum les frais logistiques, la commission de la plateforme, anticiper au maximum les frais d'envoi parce que, bon, si vous ne voulez pas le faire et vous voulez le confier à un logiciel, c'est ça aussi l'anticiper, les frais de production typiquement et tous les frais annexes, vraiment, et bien sûr les frais d'acquisition si vous faites de la publicité, etc. Anticiper au maximum toutes ces charges-là et après constituer le portefeuille où là, vous dites, si j'ai ça, je peux au moins lancer ma marque et commercialiser. Parce qu'il faut aussi penser à l'après. Par contre, si vous dites, non, avec ça, je peux faire une grosse production, je peux faire de grands trucs. Non, c'est pas ça le principe. Là, c'est du test and learn. Vous voulez juste tester le premier concept et aller sur le marché. C'est ce que ça doit permettre à vous faire. Ouais, Fatima, tu as tout à fait raison. Faut pas oublier que le crowdfunding, c'est un outil et qu'en fait, il faut le mixer dans une méthode de financement où il y a d'autres choses qui vont avec. Et il y a plein de manières de financer par d'autres possibilités. Je pense aux concours. Les concours, c'est très, très pertinent parce que ça permet aussi d'avoir pas mal de financement, de l'accompagnement et ça vient compléter aussi les campagnes parce qu'imaginons que vous soyez en campagne, vous pouvez à la fois pitcher pour présenter votre campagne, expliquer ce que vous faites, votre produit et donc potentiellement avoir des personnes dans le jury qui peuvent vous devenir contributeurs et aussi en fait venir compléter votre campagne avec plus de fonds et potentiellement plus financer le nice to have avec les concours et le must have avec la campagne. Vous dire, je dois avoir le minimum pour commencer avec la campagne et le reste, c'est du supplément, mais il faut aller le chercher ailleurs avec d'autres méthodes de financement. Mais pas oublier que si vous arrivez en jury, en concours, où c'est des appels à projets et que vous avez déjà des clients, vous aurez beaucoup plus d'impact que des personnes qui n'ont qu'une idée. Donc, c'est important de le savoir et donc ça permet aussi de faciliter les concours derrière. Et toi, Mohamed, le montant
déterminé par rapport à l'objectif que tu t'étais fixé en termes de vente? Ou comment est-ce que toi, tu l'as défini par la suite? Alors, au final, on apprend toujours, c'est ce qu'on dit, hein, on apprend toujours de nos échecs. Je pense que ton premier échec t'a permis ensuite de mieux préparer et calibrer ta cible et calibrer ton offre. Comment est-ce que toi, tu t'es positionné par rapport à tout ça? Au Euh, montant que tu devais te faire financer, enfin, que tu souhaitais pour ton financement? Ouais, dans le cas où vous avez en fait, dans le cas où votre campagne de financement participatif va permettre directement en fait de vendre finalement votre produit et donc de financer sa production, parce que c'est ça en fait finalement qu'on fait, hein, c'est que on veut lancer une production, on n'a pas l'argent pour faire la production et on fait un truc qui est assez audacieux, c'est qu'on va voir nos futurs clients et on leur dit salut les gars, si vous mettez l'argent maintenant, bah, moi je l'utilise pour faire le produit que je vais vous donner. Et donc, bah, dans mon cas, en fait, la première campagne qui a été un échec, elle m'a permis de faire ce pourquoi une campagne sert aussi, c'est trouver le bon pricing. C'est aussi une technique qui est souvent utilisée, c'est bah, quand vous êtes sur un marché qui est nouveau et que en fait, vous n'avez pas trop d'antécédents et que vous ne savez pas vraiment combien les gens sont prêts à mettre dans votre produit, bah, ce qui est bien, c'est que si vous le lancez via une campagne de crowdfunding et que ça ne marche pas, bah, en fait, entre guillemets, ça va, parce que c'était une campagne de crowdfunding, donc c'est comme si ça ne comptait pas. Donc ça a été le cas pour moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, le produit, il était 2 fois plus cher que ce que les gens psychologiquement étaient prêts à mettre. Je le savais déjà, mais je voulais quand même le tester parce que moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc finalement, j'ai réussi à réajuster mon prix. Donc je l'ai divisé carrément, quasiment par 2, un peu moins. Et bah, du coup, le palier que j'ai fait, moi, c'était 200 000. Et 200 000, en fait, ça représentait l'équivalent de 500 paires. Et en gros, c'était le plus petit volume en fait que tous mes fournisseurs réunis acceptaient de produire. Donc ça, c'est aussi un truc à noter, hein, c'est que quand vous avez un produit physique, malheureusement, en fait, la première série, parfois, elle ne dépend pas de vous, elle dépend tout simplement de vos fournisseurs. Et Dieu sait que c'est dur d'avoir des fournisseurs quand on est une petite boîte. Donc c'est eux souvent qui vont vous imposer leur palier minimum. Et bah, du coup, vous n'avez pas le choix. Faut vous aligner là-dessus. Et donc après, il faut être assez ingénieux sur les contreparties que vous allez proposer. Parce que forcément, il y en a qui ne vont pas pouvoir acheter la contrepartie qui est la plus chère. Donc, il faut réussir à être innovant, mais il ne faut pas se perdre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à faire des contreparties qui n'ont plus aucun rapport avec votre projet parce que vous allez vous perdre dedans. Fatima parlait des frais de logistique, mais si vous avez des contreparties qui n'ont aucun rapport vraiment direct avec votre projet, bah, ça va vous faire une logistique en plus qui va être horrible à gérer. Je donne un exemple. Si demain, vous avez, je ne sais pas, des sacs à dos, ça c'est votre produit, en fait, vous vendez des sacs à dos et que vous vous amusez à faire plein de t-shirts, donc vous allez quand même vous retrouver avec plein de t-shirts sur les bras. Donc si vous n'avez jamais produit de t-shirts auparavant, vous ne perdez pas dans les t-shirts, gardez de vue qu'à la base, vous êtes là pour des sacs à dos. Ça, c'est un truc qui peut arriver souvent, c'est qu'on se perde dans les contreparties. Et donc voilà, c'est comme ça que moi, j'ai calculé mon objectif. Je me suis dit, j'ai un minimum de paires à fabriquer. Ce minimum, il coûte 200 000 et on va y aller. C'est assez audacieux parce que j'aurais pu très bien essayer de faire un palier en dessous. Mais en fait, moi, j'étais très honnête avec ma communauté. Je leur ai dit, les gars, on ne va pas passer par 4 chemins. 500 paires, c'est le minimum qu'il faut atteindre. Je sais qu'on peut le faire. Allons-y. Ça a fini par marcher. Ça a mis du temps. Moi, du coup, ça n'a pas mis… comme je l'ai fait sur mon site, ça a duré très longtemps. Donc, c'était très dur à gérer. Hein. C'était très pesant parce que moi, ce n'est pas pendant 1 mois que j'ai dû faire de la com. C'est pendant 6 mois. Donc, c'était non-stop, non-stop, non-stop. Mais ce que je conseille en général, c'est de faire un compromis entre la somme dont vous avez besoin et la somme que vous pensez que vous allez réussir à atteindre, qui est souvent un petit peu en dessous. Donc, par exemple, vous allez vous dire la somme dont vous avez réellement besoin, c'est 50 000 euros. La somme que vous pensez que les gens vont mettre, c'est plutôt 20 000. Donc, vous allez essayer de trouver un compromis entre les deux. Ça, je pense, c'est une méthode qui est plutôt safe à utiliser. Mais in fine, en fait, je pense que le meilleur moyen, c'est aller voir vos clients et discuter avec eux et demandez-leur de manière très honnête via un sondage, un formulaire, comme disait Antoine, combien ils seraient prêts à mettre pour avoir ça. Combien ils seraient prêts à mettre pour avoir ça, 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 ça. Ça vous aidera déjà à avoir une petite fourchette et vous ne serez pas déçus. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Mohamed, parce que je pense que ça dit 2 choses. C'est une question de connaissance du marché, connaissance client. Après, en fonction des campagnes, on ne va pas avoir forcément nécessairement les mêmes objectifs. Mais je trouve que dans ce que tu évoques là, c'est la vraie question, c'est comment tu arrives à faire en sorte que dans la tête de ceux qui vont contribuer, c'est le bon prix. Ce que je veux dire par là, c'est que tu arrives à objectiver la somme que tu demandes.
C'est pas un doigt mouillé et tu demandes X euros, mais en fait, ils comprennent en fait parce que finalement, les gens, ils vont dans la campagne par engagement et en fait, c'est le sens que tu mets derrière les euros que tu demandes, tu vois? Et plus je pense, plus C'est c'est clair pour les uns et les autres, et plus tu vas réussir à les mobiliser. Tu as réussi à fédérer effectivement, je pense que c'est super important. C'est vrai que dans ce que dit Ahmed, moi ce que je comprends, c'est qu'il faut fédérer. Là, on sent, en tout cas là quand Mohamed, toi tu t'exprimes et l'engagement que tu y mets, on sent un leader, quelqu'un qui, monte un cap, qui a une idée, qui y croit, qui donne de la visibilité et je pense que, Fatima et Théo, vous étiez dans la même dynamique. Déjà quand on est entrepreneur, il faut être aussi un petit peu leader parce que, eh ben, il faut, voilà, être sûr de soi, de son produit, de ce qu'on veut, Il faut rassurer. présenter. Il faut rassurer, c'est super important. Il faut rassurer, il faut être très transparent. Moi, la raison pour laquelle ma campagne a marché, vous pouvez aller sur YouTube, vous le verrez. J'ai une série de vidéos. J'ai fait 20 vidéos. Ça veut dire que pendant un Ok. an, plus d'un an non-stop, je mettais 1 à 2 vidéos par mois où je partageais les coulisses du projet et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça en fait qui crée, c'est que en fait tu vois le prototype évoluer, tu vois les galères, tu vois aussi les bons moments. Donc ça, c'est très important, je dirais, je pense, le maître mot sur une campagne de crowdfunding, si vous voulez que ça marche, c'est la transparence. Et la transparence dans les deux sens. Surtout, Oui, s'il y a des délais qui ne sont pas respectés, il y a des galères, surtout n'essayez pas de la faire à l'envers à vos clients. Ils vont le savoir. Et une campagne de financement participatif qui réussit, mais où derrière, vous ne livrez pas vos clients, vous vous faites démonter ensuite dans les commentaires, parce que ça, c'est public, hein. Moi, j'ai des concurrents à qui c'est arrivé où vous voyez tous les commentaires qu'il y a en dessous de la campagne, des gens qui disent j'ai jamais reçu le produit, vous nous avez menti, ça marche pas, etc., etc. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens, hein. Il bien faut être sûr. très transparent avec vos clients, il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas leur promettre la lune, il faut être le plus réaliste possible. Et si le planning que vous aviez promis n'est pas respecté, parce que normalement, quand vous lancez une campagne, c'est toujours bien de partager un petit planning, de leur dire voilà ce qui va être fait avec l'argent, voilà en combien de temps ça va être fait, et voilà quand est-ce que vous allez recevoir votre contrepartie. Si jamais ce n'est pas respecté, et c'est 90% du temps le cas, ce n'est pas grave, continuez à communiquer avec les gens et à leur expliquer pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle galère qui est arrivée. Vous verrez, en général, ils seront compréhensifs, mais il faut leur dire. Il ne faut pas leur mentir. Oui. Je vois le temps qui défile. C'est toujours très passionnant quand on a des sujets qui nous animent. J'aimerais juste peut-être vous poser une dernière question, puis ensuite on fera un tour de table là, pour que vous nous parliez un peu plus de vos produits et des solutions que vous proposez. Moi, juste la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est l'après-campagne. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez réussi à mobiliser du coup d'autres types de fonds? On est là pour parler cash. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, après cette campagne de crowdfunding, qu'est-ce qui s'est découvert pour vous et auprès de quel institutionnel ou pas, ou investisseur vous avez pu trouver des fonds, lever de l'argent et puis faire en sorte de continuer votre activité entrepreneuriale? Théo, peut-être? Théo et Fatima, ils sont partis aux Maldives juste après la campagne. Ouais. C'est ça, on a pris les fonds et on a pris des vacances bien méritées. Non, plus sérieusement, de notre côté, juste après la campagne, on a gagné le prix Pépite régional Hauts-de-France 2023. D'accord. On a eu une bourse aussi de notre établissement parce que forcément, vu qu'on avait une campagne qui a fonctionné, on a eu une preuve que ce qu'on faisait, c'était pas n'importe quoi. Derrière, on a eu, vu qu'on avait vendu aussi des prêts d'investisseurs parce qu'ils ont vu qu'il y avait du sérieux derrière. Et en fait, pour vous dire, honnêtement, nous, on a créé la société avec 7 000 euros de capital et dedans, il y avait les prêts, il y avait une partie de la campagne et il y avait les concours qu'on a gagnés. Et donc, c'est Ok. comme ça qu'on a financé et on se finance encore comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, par exemple, je vais pitcher en finale pour le prix Pépite national Hauts-de-France. On a pitché il y a 2 semaines pour la finale de la compétition nationale Enactus. Et donc, en fait, dès qu'il y a un concours, on essaie de participer, que ce soit avec Mouvji. Enfin, il y a plein d'organismes qui font des concours et c'est un des meilleurs moyens pour se financer, continuer d'avancer. Et après aussi, tout bêtement, avec les clients, nous, on se base beaucoup sur le chiffre d'affaires pour avancer parce qu'on est autofinancé. Les seules choses qu'on a, c'est des prêts. Et donc, on se base, Ok. aujourd'hui, on a des gros clients qui nous font confiance. On travaille avec EDF, la SNCF, des grands groupes français qui, forcément, Génial. on travaille avec eux, on travaille avec les universités et ça nous permet forcément de faciliter aussi la continuité. Donc, pour se financer, nous, on a fait prêt, on a fait concours, on a fait campagne de financement participatif et on a fait du coup nos clients après, en après-campagne. Ok, très intéressant.
Fatima, toi? Alors moi, du coup, la campagne, elle est encore presque actuelle parce que la date officielle s'est terminée, enfin, c'était il y a vraiment 2-3 semaines qu'on a clôturé la campagne. J'ai voulu quand même continuer à laisser en ligne les préventes, que ça soit encore possible pour permettre aux gens de précommander avant le lancement parce que ça sert aussi comme moyen de communication et comme site internet, comme disait Mohamed tout à l'heure. Et sinon, la campagne aussi nous a permis d'être opérés par Who's Next, qui du coup fait des appels à projets sur la plateforme Ulule, qui est un salon du coup de luxe, de mode, beauté et accessoires. Et grâce à eux, on pourra exposer en septembre gratuitement, parce que du coup, on a été lauréat. Et il y a aussi Act for Impact de BNP Paribas où on a candidaté, on a été présélectionné. On va du coup faire le concours de pitch pour pouvoir bénéficier de 2 000 € sur cette plateforme-là. Et sinon, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Le plus gros objectif, on a atteint du coup nos 100%, on les a largement dépassés. Là, on est à 170%, on aurait voulu faire plus, mais voilà, on est à 170% et ça nous permet en tout cas d'avoir de meilleures marges. Et ça, c'est quelque chose que je vais redire, c'est par rapport au palier de financement. Comme disait tout à l'heure Mohamed, il faut vraiment être le transparent le plus possible. Si vous atteignez les 100%, ça ne sert à rien de croiser les bras et de dire je ne prends pas plus, on veut toujours plus. Donc pourquoi pas vraiment communiquer sur le fait que à 200%, vous avez de meilleures marges. À 200%, vous pouvez offrir un cadeau qui ne vous coûte pas trop cher et qui a un geste symbolique pour votre communauté. Peut-être dire qu'à 300%, vous pouvez développer d'autres fonctionnalités si vous avez des applications ou d'autres produits si vous faites des produits physiques. Vraiment, il y a des choses à faire pour rythmer la campagne lorsque vous avez déjà atteint votre pourcentage. Et là, typiquement, je communique sur le fait que, on a déjà assez de financement pour aller à la production, mais plus on a de pré-vente, plus on aura de meilleures marges, plus on peut préparer nos futures phases de recherche et développement. Donc là, on en est un peu à cette phase-là. Ok, top. Et toi, Mohamed, du coup, l'après-financement participatif? Alors, l'après-financement participatif, effectivement, c'est un outil puissant parce que quand ça marche, là, tous les gens qui précédemment vous fermaient la porte, ils vous l'ouvrent. Vous avez du coup les médias qui commencent à vouloir parler de vous parce que forcément, une campagne réussie, ça fait toujours très plaisir. Vous avez les concours. Ou même vous, comme vous êtes allé au bout, vous savez, ça y est, que les gens sont prêts à payer pour votre produit, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et puis, vous avez tellement travaillé pendant la campagne que vous arrivez, vous êtes plus fort en fait dans les concours. Vous maîtrisez votre sujet, vous avez déjà des clients, donc vous avez plus d'aisance, donc plus de chances de gagner des concours. Avec les investisseurs, moi, à titre personnel, ça m'a permis justement de lever des fonds parce que j'ai prouvé qu'il y avait un marché. Moi, c'était mon sujet en fait. C'est comme j'avais un produit qui n'existait pas. Moi, je suis allé voir les investisseurs directs et je leur ai dit « Salut, j'ai besoin d'argent pour produire mes rollers électriques. » Et ils m'ont dit « T'es bien gentil, mais qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'en fait, toi, tu es juste un inventeur fou, un passionné qui est obnubilé par son idée ?» Et donc là, j'avais une preuve concrète qu'il n'y a pas que moi qui en veux, qu'il y avait un vrai marché. Donc voilà, ça m'a permis d'aller chercher des investisseurs. Ça m'a permis d'aller chercher du prêt d'honneur aussi bien auprès du coup de la BPI, d'acteurs comme Wilco sur Paris ou encore Réseau Entreprendre qui sont partout en France. Donc voilà, vous allez être très bien vu de tous les autres acteurs de financement, les business angels, les banques, la BPI, puis les concours. C'est un outil ultra puissant. C'est pour ça que vraiment, faut bien bosser dessus. Je voyais tout à l'heure dans les commentaires quelqu'un qui disait « Oui, mais j'ai peur que ce soit une perte de temps si la campagne rate. » Ma campagne a raté et je me suis remis dessus parce que j'avais conscience de la puissance de l'outil. Donc, à vous de travailler et de faire en sorte justement que ce ne soit pas un échec. Et je pourrais même vous dire que même si c'est un échec, tant mieux parce qu'en fait, ça vous permet directement d'aller au bout des choses qui est est-ce qu'en vrai, il y a un marché pour ce que vous faites ? Parce que ça, c'est aussi un truc que parfois on essaye d'éviter en tant que porteur, c'est qu'on se dit non, mais c'est sûr, il y a des gens qui veulent ma solution. Et peut-être pas. C'est triste à dire, mais peut-être pas. Et moi, quand j'ai fait ma première campagne et qu'elle a échoué, c'est ce que je me suis dit pendant un petit laps de temps. Je me suis dit merde, en fait, ça se trouve, les gens, ils veulent pas mon produit. In fine, c'était juste une question de pricing, mais c'est aussi bien d'être honnête avec vous-même. C'est un moyen on se met sur la place publique et on dit voilà, ma solution, mon produit est dispo. Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter ? Si la réponse c'est non, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce qu'il vaut mieux s'en rendre compte au bout de 2, 3 mois, 6 mois de préparation que s'en rendre compte au bout de 3 ans quand vous faites votre lancement et que vous avez claqué 200 000, 300 000 euros ou je ne sais quoi, que vous êtes convaincu et que le truc il floppe. Donc ça, c'est aussi quand même un moyen de rapidement avoir une réponse de votre marché, si votre produit, si vous visez juste ou pas. Une question, Mohamed. Là, c'est véritablement… en fait,
c'est radical de dire, il faut payer de la faire sur la plateforme. Et la question que je me pose, c'est en fait, j'ai à l'esprit, mais je ne connais pas le sujet sur le bout des doigts, c'est que les plateformes, pour enclencher des process de crowdfunding, etc., elles ont besoin d'agrément. Enfin, la question que je me pose, c'est pas réglementé. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, le maître mot, c'est la transparence. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, ensuite, je suis allé regarder toutes les conditions générales de vente et les conditions d'utilisation, enfin la totale, et j'ai tout rédigé de manière très clean. Et c'est simple, j'ai dit à tout le monde qu'on allait fonctionner exactement sur le principe d'un Ulule ou d'un KissKissBankBank, c'est-à-dire que si on n'atteint pas le palier, tout le monde est remboursé. Et ça, par contre, si vous le faites sur votre propre site, derrière, il faut être transparent et honnête, parce que si vous essayez de faire les filous, on va vous retrouver très facilement. On est en France, Oui. c'est contrôlé, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et puis même vos clients, de toute façon, ils ne vont pas vous laisser. Il y a plein de manières de porter plainte si jamais quelqu'un essaye de se barrer avec l'argent. Donc oui, c'était un choix très audacieux. Ce n'est pas courant d'avoir des gens qui font les précommandes sur leur propre site. Moi, c'est quelque chose que je recommande uniquement si tout simplement, en fait, vous êtes sûr de vous et si votre communauté a confiance en vous. La plupart du temps, les gens vont plutôt préférer investir directement, contribuer directement via une plateforme. Moi, j'ai réussi à le faire que parce que j'avais construit une vraie relation de confiance. Et ce n'était pas une relation de confiance en un mois. Ça faisait 2 ans que les gens me suivaient. Je les avais rencontrés en physique. Donc, c'est un parti pris. Et si j'avais échoué, j'aurais été obligé de rembourser tout le monde une nouvelle fois. Donc ouais, c'était derrière. Par contre, on a été réglo, clean, on a tout bien rédigé. Ouais. Et tu es obligé de créer un compte dédié pour ça? Tu veux dire un compte bancaire ou un compte qu'est-ce que tu appelles compte comme un compte bancaire, un compte bancaire. Non, pour le coup, nous c'était notre compte, notre compte direct. Et par contre, voilà, fallait être prêt à rembourser à tout moment les clients si jamais la campagne échouait. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait l'argent rentrait sur le compte, mais par contre, c'est comme s'il n'était pas là. C'est-à-dire qu'en fait, je n'y ai jamais touché tant que la campagne en fait n'était pas aboutie, qu'on n'avait pas atteint le premier palier de réussite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, parce que si tu commences à utiliser l'argent des précommandes alors que le palier n'est pas atteint, là, tu es foutu, parce que si jamais tu dois rembourser, ça va te faire un trou de trésorerie. Donc ouais, il faut vraiment que, en fait, in fine, il faut que votre communauté soit à l'aise avec l'outil que vous allez utiliser. Et je vois que c'est ce qui est dit dans les commentaires. Ouais, en fait, il faut vraiment, c'est pas vous, c'est pas votre campagne, c'est la campagne de vos futurs consommateurs. Donc, il faut vraiment comprendre les réseaux sociaux sur lesquels ils sont à l'aise, les vidéos, le type de vidéo, le type de contenu avec lequel ils sont à l'aise. Là, c'est vraiment un moment un peu limite d'intimité où il faut vraiment bien comprendre vos clients. Si vous ne les comprenez pas, votre campagne, elle va rater, quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser. Ouais. Je vois le temps qui défile. Peut-être un dernier commentaire, Antoine. L'après-financement participatif, est-ce que toi, tu sais dans quelle mesure les porteurs de projets arrivent à lever des fonds par la suite ou pas ou... J'ai pas tant de visibilité là-dessus. Après, depuis que je suis en indépendant, je suis beaucoup plus proche de mes porteurs de projets lorsque je les accompagne, donc je suis au courant. Mais en tout cas, il faut vraiment se dire qu'une campagne de crowdfunding, ça peut servir à plein de choses. Et je répète un petit peu ce qui s'est dit, mais en fait, généralement, sur les pages de crowdfunding, on voit un objectif, une jauge, etc., de l'argent, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert à créer une preuve de marché, à rassurer un banquier, à rassurer des BA, des business angels, des futurs investisseurs. En tout cas, la campagne, dans l'après, elle va rester extrêmement bien référencée sur les moteurs de recherche, souvent dans les 5 premiers résultats. Et des fois, elle dépasse même le site du porteur de projet, ce qui est ennuyeux. Donc, c'est une preuve sociale, quelque chose qui reste. Et c'est pour ça qu'on a tout intérêt à la réussir. Et si ce n'est pas le cas, on essaie d'avorter l'exercice avant et de la noyer via les moteurs de recherche également. Mais en tout cas, la preuve sociale, elle fonctionne dans le sens où moi, j'ai plein de porteurs de projet. Ils m'ont dit, Antoine, le banquier n'en veut pas de mon projet, et ils ont fait leur campagne, ils l'ont ramené devant le banquier. Le banquier a fini par dire oui, parce que ça rassure complètement. Donc ça rassure énormément. Ouais, c'est ça. Ok. Peut-être du coup un mot, une phrase pour conclure chacun d'entre vous. Théo? Moi, je pense que le plus important pour finir, c'est vraiment bien le préparer, savoir exactement combien on a besoin pour produire, quel est le montant minimal.
savoir comment on veut procéder, bien préparer la communication, avoir une stratégie vraiment claire. Cette date-là, j'ai sollicité un journaliste qui va publier à ce moment-là, ce qui peut avoir un effet boule de neige. Donc bien se préparer, Ok. avoir tout pris en compte et beaucoup écouter sa communauté. Donc leur demander pour les contributions, c'est eux qui vont les payer, donc leur demander ce qu'ils veulent, ce qui peut apporter des choses. Vraiment les impliquer au maximum parce que c'est ce qu'a dit Mohamed, c'est leur campagne. Donc ça doit être leurs outils, ça doit être leur contribution et ça doit être leurs besoins en fait auxquels on répond. Donc vraiment bien préparer tout Ok. ça et savoir combien on a besoin pour créer et aussi se servir des outils annexes pour se financer. Donc préparation. Préparation pour toi, Théo. Fatima? Alors pour moi, je continue sur ce que tu disais. Effectivement, on n'est jamais assez préparé. Donc le plus vous vous préparez, mieux c'est. Et aussi bien choisir la plateforme que vous allez utiliser. Chaque plateforme a ses codes. Chaque plateforme a des projets qui ont l'habitude de bien marcher. Il y a des plateformes qui sont très tournées sur les apps. Il y a d'autres qui sont très tournées vers des projets très physiques. Il y en a même qui sont tournés vers des projets agricoles. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vraiment votre étude de marché et regarder sur quelle plateforme vous voulez aller. Top. Merci beaucoup, Fatima. Mohamed? Si je devais donner une recette rapide, si aujourd'hui, d'ailleurs, je vais en faire une bientôt, mais si je refaisais une campagne de crowdfunding en partant de zéro, le package, le starter pack qu'il faudrait réunir, c'est, je dirais, une base de données de potentiels clients de minimum 500 personnes, minimum. Ok. Une dizaine de vidéos prêtes à l'emploi. Comme ça, toutes les semaines, vous pouvez en balancer 2 sur tous les réseaux sociaux. Donc, très important, une dizaine de vidéos qui mettent soit votre produit sur un cas d'utilisation concret, soit, comme le disait Théo, super cool, qui est les interviews où vous allez dans la rue, vous demandez l'avis des gens. Enfin, voilà, donc une dizaine de vidéos avec des cas pratiques ou de reviews utilisateurs. Si possible, 3-4 journalistes qui ont déjà prévu de parler de votre campagne pendant. Ça, c'est top. Et si vous avez un petit budget, je dirais en numéro 4, un petit peu de publicité, pas grand-chose, peut-être 100 € par-ci, par-là, avec une petite vidéo très courte, un peu de publicité pour booster un peu votre campagne de précommande. Et le dernier élément du coup, que je dirais, c'est par rapport aux 500 du coup, futurs contributeurs que vous avez, il faut avoir un petit sondage que vous avez fait en amont où en fait, vous avez déjà une idée de quel type de contrepartie est-ce qu'ils ont envie d'avoir et combien ils seraient prêts à mettre, avec un petit sondage Google Form très simple. Donc voilà le petit package que je conseillerais si vous voulez vous lancer demain. Merci pour ce package. Antoine? Écoute, moi je pense que je peux prendre Fatima, Théo et Mohamed dans mon équipe parce qu'ils sont de très bons conseils, mais en tout cas ils prouvent que l'exercice il n'est pas évident, qu'il y a beaucoup de préparation et qu'il n'est pas à prendre à la légère. Et moi je peux que prêcher pour ma paroisse et inciter à se faire copiloter sa campagne, à se faire accompagner sur l'exercice pour se poser. Donc faites appel à moi, à Mayday, voilà. Top. Mais aussi, je voudrais rebondir à une question qui a été posée sur comment on choisit la plateforme. C'est une question de feeling, sur l'outil, sur l'univers, sur les projets qui y sont. Et aussi via les opportunités qui sont proposées par les plateformes. On appelle ça des opérations spéciales. Des fois, ils appellent un projet avec soit des métropoles ou soit des annonceurs, Naturalia, etc. Ça peut être pas mal. Voilà. Ok. Ahmed, je vais te laisser conclure. Juste, moi, un petit mot. On se retrouve en septembre pour le financement des projets à impact, toujours sous format de webinaire Parlons Cash. Donc, on vous attend très nombreux. Si vous souhaitez y participer, plutôt vous inscrire au préalable, vous nous écrivez. Il y a l'adresse mail dans le chat. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vais laisser Ahmed conclure et clôturer ce webinaire. Merci. Moi, je trouve très heureux de vous avoir toutes et tous écoutés. À vous écouter, c'est de la gestion de projet, c'est de la connaissance client, c'est une opération de com, c'est une stratégie marketing. Donc, ce n'est pas tout ça, mais en même temps, c'est tout ça. Donc, en réalité, il y a tout à gagner à s'y lancer. Merci à toutes et tous pour vos échanges. Merci, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bon courage. Merci pour tout le monde. Plein de courage sur dans votre campagne. Allez-y à fond.